Hello à tous, bienvenue dans le podcast Être entrepreneur, le podcast qui ne parle pas que de chiffres ou de popularité, mais de la réalité de l'entrepreneuriat. Parce que non, il ne suffit pas de suivre des signaux trading pour rouler à Lamborghini à Dubaï et puis devenir riche et beau. Aujourd'hui, on parle de la vraie vie d'entrepreneur, que ce soit au début d'un projet ou d'un moment de succès. Et justement, aujourd'hui, on accueille Dorian. Comment ça va? Ça va super et toi? Bah écoute, ouais, ça va vraiment au top. Ça va, c'est une belle journée pour toi Ça va, aujourd'hui? merci. Ouais, il fait beau en Bretagne. Ok, ok, bah tant mieux, tant mieux. Ah, pareil, il fait plutôt beau aussi. Je te propose qu'on commence avec la première question. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose à propos de toi que la plupart des gens ne savent pas? Quelque chose à propos de moi que la plupart des gens ne savent pas. Il y en a plein, hein. Je suis quelqu'un assez mystérieux, je donne pas beaucoup de choses. Quelque chose que les gens ne savent pas à propos de moi. Ça peut être marrant, mais je sais pas quoi révéler du coup. Ça peut être une, ça peut être une anecdote. Bah, j'ai toujours rêvé d'être avocat, sauf qu'en fait, Ok. j'arrive pas à supporter le droit. J'ai essayé de faire des textes de droit, j'ai jamais supporté. Ouais. Et en fait, je voulais être avocat, quelque chose que je disais pas. Dans mes rêves les plus fous, je voulais être avocat parce que j'avais l'espoir de pouvoir défendre tout le monde et de pouvoir aider les gens. Le problème, c'est que je me suis confronté à la réalité du droit et que j'ai vite abandonné. Ok, je vois. Ouais, tu voulais sauver pas mal de monde alors. Ouais, c'est ça. L'idée, c'était de faire un peu d'être l'appui pour ceux qui peuvent pas se défendre et malheureusement, bah, ce sera pas le cas. Ouais, effectivement. Je vais faire des Effectivement. recommandations. Je trouverai de très bons avocats pour les gens. Mais du coup, ça va, pour la boîte, le côté administratif, c'est pas trop ton ennemi? Vu que le Non, côté droit. Non, ça va? du tout, du tout, du tout. Du tout, Ok. je viens du monde de l'administratif, donc non, non, j'ai l'habitude de manger des papiers. C'est plus la notion textuelle qu'il y a dans le droit qui est complexe. Ouais. Ouais, je Donc, il comprends. faut un mot, une tournure, et moi je suis pas assez pointilleux en fait, je suis trop créatif pour m'arrêter à ça. Si je devais écrire des textes de loi, ça serait un massacre. Ce serait des textes créatifs. Absolument, ouais. Ouais, ouais, bon, après on aurait des lois originales au moins. Ouais, ça changerait au moins. Ce serait intéressant. Ok, ok. Intéressant. Et du coup, aujourd'hui, quelle serait ta plus grosse bombe de valeur? Qu'est-ce que l'audience devrait absolument savoir selon toi dans le fait de développer son activité, dans le développement de soi, mais surtout le côté entrepreneuriat, pourquoi pas? Bah déjà qu'il faut pas avoir peur de se lancer, que généralement on n'est pas plus con qu'un autre. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu beaucoup de mal. En fait, je me suis toujours un peu challengé. Est-ce que je mérite? Est-ce que je peux? Qu'est-ce que je risque? En fait, c'est beaucoup trop de questions. Je pense que la meilleure valeur à donner aux gens, c'est qu'il faut pas se poser de questions. Si on a une idée, on fonce, en barre, et puis on y va, on pousse cette idée jusqu'au bout, même si elle peut paraître complètement dégénérée pour certaines personnes, et ben c'est pas grave. Faut se dire qu'on n'est pas plus stupide qu'un autre, qu'il y a des gens qui sont plus stupides que nous, qui réussissent en business. Il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas, ou que toi t'y arrives pas, ou que notre voisin n'y arrive pas, parce qu'ils ils s'en sentent pas le courage. La meilleure valeur, en fait, ouais, c'est vraiment ça, c'est de foncer, de se dire bon bah on y va, on tente, et qui tente rien n'a rien. Ouais. Exactement, exactement, exactement. Et toi, quel est le premier peut-être petit projet que tu as lancé? Oh, mon premier projet entrepreneurial, j'ai commencé alors honnêtement en temps vraiment dans le terme légal du terme, j'ai commencé projet entrepreneurial, ça a été de faire du drop. J'ai lancé une boutique de drop. Ok. Sinon avant ça, bah, j'ai toujours eu un peu cet esprit entrepreneur, mais un peu plus light où j'achetais des objets, je les revendais, je trouvais des places de concert pour les copains et donc du coup bah, je revendais un peu plus, je prenais la place de concert plus mon bénéfice parce que bah moi j'avais été taper la queue pour eux. On est encore avant le digital, hein, à l'époque où il fallait aller à Leclerc à 8h30 du matin, même avant, pour attendre et avoir les places. Donc non, j'ai toujours eu cet esprit entrepreneurial. Tu vois, j'ai commencé du coup vraiment légalement avec une petite boutique de drop parce que j'avais fait plein de choses avant, hein. J'ai eu tout un parcours en amont, mais dans le vrai sens du commerce, ouais, ça a été le drop parce que je voulais tester. C'est que c'est la solution de facilité aussi. Ça demande très peu d'investissement.
demande beaucoup de temps, par contre, ça, et que les gens le sachent, hein, c'est pas juste un mec qui met qui upload un article sur une boutique toute préfabriquée et qui fait des millions, c'est totalement faux. Et ouais, c'était ça ma première expérience. C'était bien drôle. Ok, trop bien, trop bien. Et le drop, ça avait fonctionné pour toi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont lancés, mais il y avait beaucoup aussi qui n'avaient pas fonctionné. Et à chaque fois qu'on voyait sur Internet des résultats, à chaque fois c'était des mecs justement qui devenaient millionnaires presque seulement en 30 jours grâce à Donc, 10 l'unique millions par méthode jour. pour devenir riche, de faire du dropshipping. En fait, j'ai commencé le drop tout bêtement. Moi, j'avais regardé un peu les opportunités business et je m'étais dit, oh, bah, je vais y aller, je vais foncer. En fait, j'ai commencé avant. J'ai commencé à faire un peu enfin, à m'intéresser vraiment pas à tout ce qui est l'entrepreneuriat, un peu pendant le confinement, parce que je pense que pour beaucoup de monde, ça a été une remise en question. Moi, j'ai toujours voulu me lancer à mon compte. À l'époque, je travaillais pour un technopole. Donc, on accompagnait des entreprises innovantes. Donc, j'étais au quotidien. En fait, j'étais en lien avec des entrepreneurs, des gens qui tentent, qui initient, d'autres qui ont réussi. Donc, du coup, j'avais un peu tous ces parcours et c'est ce que je disais. En fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas plus stupide qu'un autre. Moi, quand j'ai changé avec les start-upers, etc., je me rendais compte que ces gens-là, bah, ils venaient pas tous d'HEC, ils avaient pas tous un bac plus 5. Il y avait des gens qui avaient des parcours très sobres, des ouvriers qui arrivaient, ils avaient un peu la touch mano, ils ont développé un truc un peu tech, ou ils avaient une passion à côté, ils ont poussé la passion. Et ça les a menés à devenir de vrais entrepreneurs. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, moi je vais me tester, j'ai lancé le drop, tu vois, j'ai fait une première boutique, j'avais pris tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai pris tout ce qui est niche saturé, j'avais fait les animaux. On avait dit, tout le monde a dit, il faut prendre un seul produit, faire du MVP, puis développer. Je suis arrivé, j'ai mis plein d'articles sur le truc, j'avais fait. En fait, j'étais parti je m'étais dit, je vais aller faire un tour dans les grands magasins qui vendent des objets pour animaux et je vais prendre tout ce qu'ils vendent pas ou ce qu'ils vendent très très cher et je vais le vendre moins cher. Donc, du coup, j'étais un peu en concurrence avec eux directement, mais de manière assez frontale. Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec une boutique multiproduits. Avec du coup un marché qui était saturé, donc c'était ma première boutique. Et étonnamment, pourquoi ça marchait? J'avais une boutique qui tournait, je faisais, alors c'est pas exceptionnel, hein, mais au vu des ressources que je mettais en face, je gagnais, je sais pas, je faisais 250 euros de CA par jour, mais bah, j'avais la pub qui était inférieure. J'étais bon en fait, c'était rentable. Et après j'ai essayé de me former, j'ai acheté la formation Yomi. Et, et là, j'ai recommencé du coup une deuxième boutique parce que en fait, j'avais arrêté entre-temps parce que enfin, faut le savoir, hein, le drop, c'est hyper chronophage. C'est hyper chronophage. Ça bouge des heures et des heures. Je passais des nuits entières sur mon PC à juste rédiger enfin, le parcours client d'un article, quoi. Et bah, le temps de faire ma description, de réfléchir les mots, l'impact, tous ces trucs-là, bah, j'avais passé la nuit, quoi. Et du coup, je m'étais dit, bon, cette boutique, ok, quand j'ai fait la formation Udemy en parallèle, je me suis dit, ok, ça doit pas être rentable, on va stopper parce que je mettais beaucoup de pubs et que la pub, en fait, c'est plus dépensier, hein, ça bouffe beaucoup d'argent. Ouais, ouais, Et du c'est coup, clair. bah, j'ai arrêté comme ça, j'ai repris une boutique avec la méthode Yomi et j'ai pas réussi. Mhm. Étonnamment, j'ai pas réussi, ça a pas marché du tout pareil. J'avais lancé une boutique sur des articles de sport, enfin un article de sport, ça a pas marché du tout. J'ai essayé avec des coques ça c'était vachement pas mal, c'était vraiment intéressant, des coques NFC pour les iPhones. Ok. Où tu pouvais en fait via NFC changer le fond qu'il y a derrière ta coque. Hmm. Uploader Ok. via une appli, et puis bah du coup tous les jours tu peux changer de fond. C'est un peu comme un fond d'écran mais sur ta coque. Et Ok. bah pareil, là j'étais tout juste vraiment à break-even. Je dis bon, j'arrête le drop, je vais me concentrer sur autre chose. Et entre-temps en fait j'étais en lien avec Taz et on a lancé du coup le projet sur lequel on est maintenant. Yes. Eh bien, justement, j'allais y venir. Pourquoi pas, après nous avoir raconté tes débuts, peut-être qu'on reviendra peut-être quand même un petit peu sur ton parcours, tes pires ou meilleurs moments. Mais que fais-tu actuellement et avec qui? Quelle est un petit peu la vision? Actuellement je développe un jeu vidéo. En fait, c'est un jeu vidéo, mais on ira même un peu plus loin parce que le but, c'est d'en faire un vrai lieu de vie, une vraie méthode de vie. Mais actuellement, on développe la partie gaming du projet.
on est reparti de un peu de la nostalgie qu'on avait sur certaines choses quand on était gosse. Moi, particulièrement, c'était les livres dont vous êtes le héros. Et j'adorais ces petits livres, en fait, où tu as une histoire, et puis tu as des choix, et tu fais tes choix dans ton histoire, et tu avances, du coup, tu te retrouves avec une histoire singulière, en fait. Quand deux personnes lisent le même livre, ils vont pas vivre la même aventure, parce que il y a des jets de dés dedans, les jets de dés vont faire que tu vas réussir ou pas une action, et tu vas te retrouver, tu vois, tu passes d'une page à une autre, et puis tu évolues, tu reviens en arrière, tu réévolues. Il y a un vrai parcours initiatique dedans. Et avec Taz, on s'est dit, tiens, c'est vrai que ce truc-là, c'est dommage, parce que nous, on est jeunes, on a 30 ans, tu vois, on a 30 ans, et on connaît ça, sauf que ça s'est perdu entre-temps. Moi, j'ai en discuté avec des plus jeunes. J'ai une petite sœur qui est née en 2008. On a dit, t'as déjà entendu parler des livres dont vous êtes le héros? Déjà, cette génération-là, pour beaucoup, je veux pas cracher dessus, hein, c'est pas de leur faute. Mais il y en a beaucoup qui lisent beaucoup moins de livres que nous, on pouvait en lire au même âge. Et j'ai dit, bah mince, je connais pas, t'as jamais essayé, quoi. Bah non, non, non. Donc nous, on s'est dit, on va peut-être essayer de voir s'il n'y a pas une opportunité là-dessus. Et du coup, on s'est intéressé à l'univers un peu plus grand qu'il y a autour, qui est l'univers du jeu de rôle. Et, euh, et on s'est demandé, est-ce que ce marché-là peut être porteur? Et en réfléchissant, en poussant un peu, on a échangé avec beaucoup de rôlistes. Et on en a trouvé un qui, à la base, devait nous aider à faire le cahier des charges pour le projet, qui, au final, nous a dit, bon, les gars, en fait, votre cahier des charges, je vais le faire, mais moi, je veux faire partie du projet. Alors, du coup, on l'a intégré avec nous. Et on est parti, en fait, sur l'esprit d'un jeu de rôle, mais version web, avec du coup tous les avantages qu'on a aujourd'hui grâce à l'IA. Donc on va partir sur un jeu qui va être backé par l'IA pour que tu puisses faire un jeu de rôle toi-même en solo ou en équipe avec tes amis, mais en temps voulu. Enfin, j'allais dire en temps réel, mais non. C'est vraiment, il suffit d'une connexion Internet, tu te connectes, tu joues, tu avances un peu. L'IA te permet d'être full créatif parce que c'est vraiment le cœur du jeu de rôle, c'est de pouvoir être libre de tes actions et de libre de ton parcours. Et ben nous, on reproduit ce schéma-là, sauf que du coup, en fait, t'es pas obligé d'avoir, comme dans un jeu de rôle traditionnel, un jeu de rôle de table, j'entends, un maître du jeu en face, qui lui va préparer la session, la quête, connaît tous les secrets du lore, connaît chaque personnage. Enfin, toute cette connaissance-là, nous, on va la donner à l'IA et on va la modeler pour qu'elle soit capable de sortir les bons inputs au bon moment. Ok. On propose, pour faire plus simple, on propose un jeu de rôle qui est accessible à tous, qu'on soit novice ou expert, et surtout qui soit totalement ouvert. Ok. Et oui, donc en fait, c'est un peu l'évolution et la suite des livres où c'est qu'on est le héros, mais sauf que là, c'est même bien plus interactif. Et du coup, est-ce qu'il y a une fin ou pas? À la fin, c'est chacun en fait, chacun fixe la fin qu'il a envie d'avoir. Nous, on propose des itérations. En fait, on met un univers en place et les gens dans cet univers sont totalement libres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on va lui suggérer des quêtes. On va tenter, tu vois, de l'insider en lui disant, tiens, il y a des gens qui vont te proposer un peu comme quand tu joues à certains jeux comme The Elder Scrolls, etc. Quand tu vas rencontrer les personnages, ils vont te donner des quêtes et à toi de choisir si tu la suis ou non. Et si tu la suis, c'est pareil, tu l'amènes comme tu as envie de la mener. Donc tu peux commencer ta quête, puis au final tu dois passer dans ta quête, tu dois passer à la taverne, sauf que tu as trouvé quelqu'un dessus, un personnage hyper intéressant dans la taverne, donc du coup tu restes discuter avec lui. Et tu peux passer 1 heure à discuter avec lui, l'IA va faire en sorte de te répondre. Et elle va même aller plus loin, elle va se souvenir de ta conversation, et quand tu vas recroiser cette personne, elle va se souvenir que tu as échangé d'elle, et si tu as échangé sur des trucs précis de sa vie ou des trucs comme ça, et ben l'IA va même te dire, moi depuis ma situation a évolué, voilà désormais où j'en suis, hein. Tu vois, il y a une vraie notion de vie, en fait. C'est un vrai espace de vie. Donc, en fait, pour en revenir à la fin, c'est quand toi, t'as décidé de couper le jeu, quoi. Quand t'as décidé de couper le jeu, ta fin s'arrête là. On peut être en maîtrise du coup de ce jeu sans devoir dépendre de quelqu'un pour être l'acteur de celui qui crée, enfin qui organise la partie. Si je Ouais, comprends bien. absolument. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Là, c'est vraiment, le joueur est vraiment au cœur du jeu. Le jeu s'adapte au joueur. C'est pas l'inverse. Nous, on va pas mettre un level design contraignant avec des inputs en lui mettant un truc en surveillance pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il ramasse cet item-là pour avancer. Non, il fait ce qu'il veut, il avance. S'il se rend compte qu'il lui manque quelque chose, mais qu'il a entendu parler qu'il pouvait aller en arrière, et bien il retourne en arrière. Il n'y a pas de problème, il retourne en arrière, il revient après.
le joueur est vraiment maître. Là-dedans, le but, c'est vraiment de remettre le joueur au cœur du jeu. Ok, ok, je vois. Intéressant, intéressant. Euh, Habituellement, la question que je pose après, c'est quel est le pire moment en tant qu'entrepreneur chez toi? Mais même finalement, même dans ce projet-là, quel a été le pire moment, peut-être le moment le plus difficile? Le moment le plus difficile pour nous, dans ce projet-là, hein, j'en ai d'autres, hein, mais dans ce projet-là, ça a été le moment où on s'est confronté à la réalité de l'IA. Parce que bah, nous, dans notre idée, tu vois, sur le papier, ça paraît très très simple. On s'est dit, on va mettre de l'IA, tu vois, tout bêtement, bon, peut-être pas à ce point-là, mais on s'est dit tout bêtement, on va connecter ChatGPT au jeu, ChatGPT va interagir avec le joueur, et puis ça va bien se passer, quoi. Non, spoiler, non, pas du tout. Pas du tout. On a commencé à itérer. Alors oui, ça marche très bien pendant 3-4 phrases. Mais dès qu'on commence à rentrer dans la complexité, qu'on rajoute du détail, qu'on avance, et en fait, on s'est rendu compte que l'IA devenait très vite schizophrène et elle oublie la moitié du truc où elle te téléporte dans un autre lieu. Enfin, elle perd toute notion de cohérence. Et nous, on avait beaucoup avancé, on avait commencé à pêcher, on avait commencé à essayer d'avancer sur le truc, à contacter des partenaires, avancer. Enfin, on avait commencé à vendre notre projet en tant que tel. Et bah là, on se rend compte que il y a, il y a un gros problème, c'est que bah, ce qui fait un peu le cœur du projet, parce que c'est pas la chose qu'on met en avant l'IA, parce que bon, c'est pareil quand tu vas sur Amazon, bah tu t'en fous que derrière il y a du SQL, tu t'en fiches, toi ce que Mm. tu peux, c'est acheter ton produit et te barrer. Bah nous c'est pareil, on vendait le jeu et on se rend compte que nous, bah, la promesse ça va être compliqué à délivrer. Waouh, bah on a eu ouais 2-3 bons jours je pense de bad mood où là vraiment tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'on va réussir? Comment on va faire? Parce que l'IA, bah, c'est quelque chose de complexe. Tu vois, moi, je travaille dans un laboratoire de recherche, pas un laboratoire de recherche médicale ou autre, mais en IA, en robotique, en computer vision, tous ces trucs-là. Et donc, du coup, j'ai des gens qui utilisent de l'IA au quotidien. Et eux, quand je suis allé les voir, en fait, en leur exposant ma problématique, ils ont rigolé. Ils m'ont dit, bah oui, oui, en effet, garder de la cohérence, ça va être très, 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 très compliqué. Donc nous, on s'est dit, bah mince, est-ce qu'aujourd'hui, on est au niveau de ces gens-là? Parce que c'est des gens qui l'utilisent quotidiennement, c'est des gens qui ont un bac plus 10 là-dedans et qui savent bien mieux que nous, qui font des research papers là-dessus. Mince, est-ce qu'on va réussir ce challenge-là? Et coup de bol, j'en ai un qui, lui, m'a dit, tu devrais te pencher sur plusieurs modèles. Donc il m'a envoyé des research papers avec des modèles proposés. Et on en a trouvé un, ce qui colle exactement à ce qu'on veut. Et grand coup de bol, en fait, on est tombé sur Jérémy, qui est du coup mon CTO, qui lui est un passionné d'IA. Et il est complètement fanat d'IA. Il lit les research papers même tous les jours. Et Ok. il n'est pas diplômé, hein. Et si je dis pas de bêtises, je sais même pas s'il a un BTS, tu vois. Mais Mm. il est tellement passionné par l'IA et autodidacte que bah, du coup, il en arrive à lire les research papers pour essayer d'être en avance de phase sur ce que les entreprises vont développer et du coup comprendre le coût qui arrive. Donc, du Mm. coup, quand lui, on lui a exposé le truc, c'est à ce moment-là, en fait, on avait, nous, en parallèle, le cahier des charges. Il devait nous faire le cahier des charges pour l'IA, en regardant le modèle. Puis, je lui ai envoyé le research paper. Et lui, bingo, il a dit, tiens, ce truc-là, je l'ai lu. Et je l'ai lu, je le connais. En effet, un RAG LLM et tout. Donc, du coup, on a commencé à itérer sur le projet. Et c'est là que lui nous a dit, bah, go, moi, je viens avec vous, je vous suis, les gars. Je vous suis, on y va. Et du coup, bah, on a transformé, tu vois, on a réussi à transformer ce moment négatif où on se demandait même si on allait pouvoir avancer en un moment positif où, bah, du coup, on s'est retrouvé on sait plus quoi faire. Ah, on sait ce qu'on va faire et en plus, on a un mec qui est calé là-dedans qui vient avec nous. Trop bien. Ouais, donc là, vous avez vraiment su transformer le pire en quelque chose de encore mieux. Ouais, 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 bah là, ça a été une énorme masterclass. Non, mais après, c'est beaucoup de chance, tu vois. On aurait pu tomber sur n'importe qui nous aurait dit, bah non, les gars, c'est pas la peine. Là, coup de bol, il y a un ancien chercheur qui me dit, bah si, tu devrais te pencher, mais donner 2 modèles. Il devrait pencher sur ces 2 modèles-là, regarde. Moi, je l'ai soumis à la personne parce qu'on avait, le jour même, on avait prévu de le voir. Et je lui soumets, on savait pas qu'il était rôliste non plus, tu vois. Et lui, bah, tout de suite, il nous dit, mais moi, je passe ma vie à Donjons et Dragons. Je me bute sur Pathfinder. J'ai vu, attends. Il me dit à fond dedans. Ouais, ouais, ouais. Il me dit, là, votre projet, moi, ça m'intéresse grave, ça a l'air trop bien. Bah, on regarde pour le cahier des charges, on fait l'échange pour le cahier des charges.
Mais si vous voulez, on refait un call et puis on discute, on avance dans le truc. Moi, je suis carrément chaud à vous rejoindre. Prends en charge tout l'IA, c'est moi qui vais vous aider, on va faire ensemble. Ah, go! Ah, go! Go! Et ouais, mais c'est énormément de chance, tu vois. Et je pense que bah, le truc pour nous qui a fait que ça a marché, c'est juste, on est resté focus, on s'est dit, ok, on sait pas si ça va continuer, mais bah, tant pis, on tente, tu vois. On tente, on continue d'itérer. Et puis, bah, si on perd une semaine de plus, on perd une semaine de plus, c'est pas grave. Et en forçant la chose, coup de bol, on fait le bon contact au bon moment, et puis derrière, ça fait avancer le projet. Bien. Et du coup, est-ce que finalement, de passer de ce pire moment à ce recrutement et à ce changement de modèle, est-ce que ça a été le meilleur moment de ce projet-là ou est-ce qu'il y en a eu plutôt un autre qui était peut-être encore meilleur ou alors peut-être difficilement comparable, mais qui était un très Il bon y en moment a aussi? plusieurs. En réalité, il y en a plusieurs. Celui-là, c'était un moment fort. Ça, c'est clair, c'est indéniable. En fait, à chaque recrutement, on a quand même, on vit quand même des moments forts parce qu'on est dans un milieu assez sauvage encore. On essaie de faire, tu vois, on essaie de faire du web pro avec, on essaie de faire de la RWA, on essaie de faire des trucs que peu de gens comprennent encore. Et quand on recrute quelqu'un qui match avec ce truc-là, encore mieux, qui n'est pas du tout de ce monde-là, et on lui vend le projet parce que du coup, là, je parais sérieux, mais quand on vend le projet, parfois, ça peut paraître très dégénéré. On se dit, mais ils sont complètement tarés, ces mecs-là, ça va jamais fonctionner. C'est des allumés. Et bah, quand le mec te dit, ouais, ok, moi, je veux bien travailler avec vous, t'as un peu le step back en te disant, putain, il est plus fou que nous. Tu te retrouves, tu vois, t'as plein de moments forts. Et après, bah non, les meilleurs moments, c'est ceux qu'on a au quotidien. En fait, je pense que c'est un peu quand on itère, qu'on réussit des trucs tout con. Là, en ce moment, on travaille sur le pitch deck. Tu réussis une slide. Le problème du pitch deck, c'est que tu l'écris une fois, tu reviens dessus, tu le réécris, tu le réécris, tu le réécris. Tu fais 10 000 itérations. Quand tu trouves enfin la slide qui te dit, là, ok, là, je reconnais complètement le projet dedans. J'ai transmis les informations que je voulais et je pense qu'il est prêt à 99% déjà. Là, tu vois, c'est des petits moments comme ça où là, tu te dis, ok, on a remis une pierre, tu vois, on a remis une pierre sur l'édifice. On continue de construire, quoi. Et non, moi, là-dessus, à part ça, des temps forts, il y en a des milliers, mais marquant, je pense que c'est vraiment ces petites briques qu'on pose au quotidien, tu vois, qui sont chacune, pour moi, chacune représente un temps fort parce que bah, tu vois le pourcent, enfin, c'est un peu, tu vois, comme une barre de chargement interminable, un projet, et bah, tu vois la barre de chargement qui avance, tu vois, tu la vois tourner en rond pendant des jours et des jours à 50%, puis d'un coup, elle passe, tac, 51%, tu vois, bah, j'avance, et quand on sera à 100%, bah, go, on sera bien. Bah oui. Ok. Ok, ok, trop bien. Trop bien, ouais. Et puis, tout à fait en accord sur le fait de célébrer aussi chaque jour, puis la façon aussi de les célébrer. Et que forcément, il y a peut-être bah, des jours qui sont mieux que d'autres. Mais chaque jour, faut voir, effectivement, voir la progression, l'évolution. Et puis, en tout cas, dans ce que tu disais par rapport, bah, du coup, à la vision, enfin, je pense qu'avec une vision forte aussi, c'est génial d'avoir des personnes qui croient autant que nous, voire même des fois plus que nous au projet parce que je pense que c'est ces personnes-là qui vont être là, même dans les moments un petit peu de flop qu'il peut avoir, parce qu'elles croient tellement en le projet qu'elles vont quand même continuer, elles vont mieux travailler. S'il faut un peu plus travailler, elles vont travailler aussi un peu plus. Et c'est ce qui va construire aussi un beau projet sur le long terme. Ah, d'accord, et c'est même parfois hallucinant, en fait. Je pense que, ouais, on parlait des bons conseils au début. D'une, il faut pas avoir peur de foncer, mais de deux, il faut surtout pas avoir peur de bien s'entourer. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. Le recrutement, c'est hyper complexe. Mais putain, quand on est bien entouré, c'est exactement ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on se sent bien? Là, moi, j'en arrive à un stade où il y a des jours où je me demande si j'ai pas créé un truc qui est plus gros que moi, en fait. Parce que les gars, ils sont encore plus. Enfin, moi, je crois au projet à fond. Je me suis donné à 100%. J'ai mis des ressources dedans. J'ai investi du temps, de l'argent, des sacrifices aussi. Tu vois, il y a des moments quand tu travailles toute la journée, la nuit sur ton projet parce que tu travailles aussi la journée. T'es pas beaucoup avec ta femme, t'es pas beaucoup avec ton fils. Enfin, tu vois, tu te sacrifies tout ce temps-là. Et ben, quand tu vois que les mecs, ils te le rendent au centuple, waouh! Et moi, ça m'est arrivé, des fois, je me lève le matin, moi, j'étais fatigué, je suis parti dormir plus tôt. Je te lève le matin, les mecs, ils sont encore en call sur Discord, ils ont bossé toute la nuit sur un truc, sur une feature ou sur un détail. Tu discutes avec eux le lendemain, ils sont en réunion à 11 heures parce qu'on a calé une réunion. Je dis, putain, mais les mecs, ils sont acharnés, tu vois.
Et là, tu te dis, bah, en fait, je crois que ces mecs-là, c'est exactement ce que je disais. Ces mecs-là sont encore plus à fond que moi, quoi. Et tu te demandes, toi, t'as l'impression de donner 100%, tu vois. Et en fait, eux, ils sont à 130, 140% parfois. Et tu te dis, putain, en fait, j'ai monté un truc de malade. Et c'est là, en fait, où c'est aussi très important dans l'entrepreneuriat, parce que bah, moi, je l'avais vu dans le drop. Quand t'es tout seul, tu te remets très vite en doute. Parce que, je sais pas, moi, tu vois, moi, je pourrais prendre l'exemple du drop, mais t'as une campagne d'ads qui tourne, t'as pas le reach espéré, alors que toi, t'es hyper satisfait de ta pub, tu te dis, bah non, je vais arrêter. Alors qu'en fait, ça peut être un détail à la con. Ça peut être, tu vois, t'as mis le mauvais mot au mauvais endroit, t'as ciblé la mauvaise audience. Euh, Ton produit, il fit pas avec ce que les gens attendent. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont à décortiquer. Sauf que quand on est tout seul, eh ben, c'est compliqué d'avoir cette phase de recul-là pour tout le monde, sur tous ces petits points, parce que bah, on est tout seul, donc on fait tout, en fait. On fait tout. Et moi, d'avoir segmenté, du coup, l'activité et d'avoir une personne qui est full créa, une personne qui est full réseau, une personne qui est full tech, tout ces trucs-là, et ben quand on a un problème, et ben ils ont chacun leur petit avis. Et du coup, on arrive à identifier le souci et à le corriger tous ensemble. Et là, ouais, là, tu te rends compte qu'en effet, ce que je disais, le recrutement, c'est puissant. Parce que, bah, du coup, c'est beaucoup plus simple d'avancer quand tu as des points bloquants. Justement, par rapport à l'équipe autour de toi, de ce que j'ai compris, donc vous êtes actuellement 3, si je dis pas de bêtises. J'ai oublié. Non? 6? 6, ok. 6, bah du coup, ouais, j'avais pas toutes les infos par rapport à ça. Et ouais, 6, et du coup, quel poste il y a actuellement et en quoi ça aide la boîte, si tu peux en dire un peu plus là-dessus. Et est-ce que ça arrive aussi de prendre des freelances pour des missions, émissions one shot parfois dont vous avez besoin de façon récurrente? Pour le moment, on fait tout en interne. On n'a pas pris de freelance encore. Ça va venir, hein. Il y a des moments où on va déléguer. Aujourd'hui, on a une phase où on avance un POC. Le but, c'est d'avoir juste un proof of concept. Donc, on est en train de développer un mini produit, vraiment, c'est un échantillon du produit final. Donc, pour le moment, bah non, j'ai pas de freelance, mais j'ai quand même une équipe. Du coup, il y a moi en tant que CEO. Bah, moi, je fais le travail, je porte le projet, je suis au contact, je vends mon image, je donne mon image pour des amas, pour des calls. Sinon, j'ai un CMO, donc j'ai Arthur is Cooking, qui lui s'occupe toute la partie réseau et une grande partie créa, parce que c'est quelqu'un qui a un cerveau incroyable, il est hallucinant, il me fait rire tous les jours. Donc, du coup, bah, c'est lui qui s'occupe de la partie assez créa. Sinon, j'ai deux techs, donc j'ai Jérémy qui lui est spécialisé en IA, qui s'occupe de la partie vraiment IA et back. Et donc, du coup, j'ai nommé CTO parce que bah, c'est lui qui dirige un peu tout le partie technologique, toute la brique techno qu'on met derrière. Sinon, j'ai Alex qui lui s'occupe de créer le site web, l'infrastructure web, l'UX, en fait. Et essentiellement, on va résumer ça à l'UX. C'est vraiment lui, tout ce que tu vas interagir, tous les petites features cachées, parce qu'on va en mettre plein partout. Les petits easter eggs, etc. C'est lui qui les développe. Il est incroyable aussi. Et après, j'ai Johan. Johan, c'est un peu la personne qui concrétise tout, c'est notre illustrateur, c'est lui qui concrétise en fait tous les idées qu'on met nous sur des fichiers texte. C'est lui qui les dessine et qui donne vie au projet en fait. Et après derrière, vu qu'on est tous un peu des jeunes et un peu barrés, et j'ai pris Taz qui est mon associé fondateur qui lui vient pour coordonner tout ça. En fait, il est CEO. Actuellement, il a plus une fonction de vraiment chef de projet où c'est lui qui coordonne, il assure les sprints, il s'assure qu'on avance bien dans le bon sens. Enfin, il regarde si on est calé avec ma vision. Il interagit aussi au quotidien avec chaque équipe pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit entre les équipes. Enfin, il fait un taf incroyable il vient de liant dans toutes ces structures-là. Ok, ok. Intéressant, intéressant. Ah, donc une belle équipe qui grossit de plus en plus. Ouais, c'est ça l'idée, ça va s'étendre, de recruter des devs, encore plus de devs, encore plus de designers, encore plus de graphistes, et puis d'avancer en fait à chaque fois, mais sans jamais faire un recrutement inutile en fait. Si on a fait appel à un freelance, c'est vraiment qu'on a besoin pour quelque chose de one shot. Et on se pose toujours la question, est-ce que c'est du one shot? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on a un intérêt? Et puis on avance comme ça, quoi. Et il y en a beaucoup en fait, au final, de ceux qui sont dans l'équipe, qui à la base auraient dû être des freelances. On s'est dit, ah, on le prend, on fait avec lui juste cette partie-là pour avoir un POC et après on recrute. Tu commences à réinteragir avec lui, tu vois, et tu dis, ah, tiens, il me plaît bien, ça match bien et tout.
Au final, le mec, il te dit, bah non, ouais, laisse tomber, moi, je vous rejoins et puis on bosse tous ensemble. Trop bien, très trop bien. Et justement, par rapport à la boîte, ou même un peu à toi aussi, pourquoi pas, quelle serait ta vision d'ici 2030? Je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui partagent leur vision, vu que c'est dans 5 ans. Est-ce que tu as déjà une vision de la boîte, ou même de toi-même en tant qu'entrepreneur ou perso, d'ici 2030? Bien sûr, j'ai une roadmap jusqu'en 2039. Les mecs, ils sont complètement fans. Non, d'ici 10 ans, Bien. idéalement, si jamais j'arrive, bien sûr, ça reste conditionné, mais on va tout faire pour, hein. Si j'arrive à atteindre les objectifs que je me suis fixés, dans 10 ans, on est à l'international. On a développé un jeu qui, du coup, sera passé en 3D. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un format textuel. On commence vraiment un peu à la base du jeu vidéo. On retrace un peu l'histoire du jeu vidéo. On est au format textuel. On va faire une 2D après, une 3D enfin. Mais à chaque fois en ayant le matos qui va derrière, quoi. Le but, c'est pas de faire, tu vois, de faire de la 2D pour faire de la 2D. Non, non, on va faire de la 2D, mais on va vraiment bien la faire. On va faire de la 3D, on va vraiment bien la faire. Et donc, du coup, à ce moment-là, dans 10 ans, la partie jeu, du moins, sera en 3D. Les gens auront un monde un peu à la World of Warcraft où ils peuvent se déplacer, ils peuvent acheter des propriétés, ils peuvent détenir des commerces, ils peuvent mener la vie qu'ils veulent. En fait, ça sert vraiment à un peu l'esprit Second Life. Je sais pas si tu connais, mais dans notre monde à nous, en fait, où la personne pourra faire ce qu'elle veut. Si elle veut être un aventurier, elle peut. Si elle veut élever des autruches, bah, qu'elle élève des autruches. On lui mettra à disposition une ferme. Elle pourra vendre sa viande d'autruche. Elle pourra faire des cours, organiser des cours d'autruche, faire ce qu'elle a envie. Et derrière, comme un commerce classique, elle ramassera l'argent des joueurs. Et puis, nous, on prendra une partie qui servira pour financer d'autres trucs dans le jeu. Enfin, et on aura créé vraiment un écosystème réel, mais dans le jeu vidéo pour la partie jeu. Ok. Et après, derrière, moi, je compte faire de la RWA et donc permettre aux gens aussi de, de devenir quelque part un peu entrepreneur. Tu vois, je sais pas encore, je vais pas m'avancer là-dessus parce que on est en train de tâter le terrain sur les RWA, mais il y aura toute une partie RWA avec nous, on a une grosse icône chez nous, c'est l'autruche. Ouais, justement, je voulais venir. Juste avant, est-ce que tu pouvais expliquer un petit peu la notion de RWA, éventuellement pour les personnes Oh, qui bien connaissent sûr, pas hein, ce c'est terme? vrai que ouais, moi j'ai la tête au quotidien dedans, donc oui, c'est pour quelqu'un d'extérieur, c'est vrai que ça peut paraître un peu brut. Les RWA, ça vient de l'anglais, c'est Real World Asset. Donc, c'est des assets dans la vie réelle. Et ça peut être tout, en fait. Ça peut être, je sais pas moi, t'as des briques. Je sais plus, il y avait une boîte, j'ai plus le nom, qui permettait d'acheter des briques dans l'immobilier. D'avoir, en gros, une maison. Je crois justement. Je crois que c'est briques, ouais, justement, divisées en plusieurs en infimes parties. Et toi, t'achètes des infimes parties, puis tu récupères des infimes parties de ce que cette maison génère. Et ben là, c'est pareil. Nous, on veut tokeniser le marché de l'autruche et permettre aux gens, du coup, d'investir dans ce marché-là de manière très, très simple, en détenant un NFT, en détenant du token. Il y a plein il y a plein de possibilités. Mais nous, on veut, du coup, proposer aux gens d'avoir un petit bout de ce marché-là et puis d'en récupérer un petit bout des bénéfices qu'il génère. Ok. Alors effectivement, justement, pourquoi l'autruche? Pourquoi? Enfin, j'ai entendu pas mal de fois aussi avec la personne avec qui j'ai échangé un peu avant toi. Pourquoi je vois enfin, que j'entends autant ce mot d'autruche là? Est-ce que c'est le symbole du jeu? Est-ce que c'est une blague du coup qui est partie très loin et qui en est devenue un symbole? Et quelle est la vision par rapport à ça aussi? En fait, ouais, à la base, c'est une blague. C'est une blague qui est partie très très loin. Euh, Alors, on a commencé à itérer. Nous, on s'était dit qu'il nous fallait un totem, tu vois. On était parti un peu dans l'esprit. Tiens, dans Pokémon, t'as Pikachu. Tu vois, il y a quelque chose d'iconique qui marque le projet. Et comme nous, on est dans un univers quand même assez déjanté dans le jeu, quand on veut développer, on s'est dit, il nous faut quelque chose qui soit un peu hors du commun. Donc, on s'est basé dans la vie des gens. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, enfin, la plupart des gens ont des chats. Il y a des chats partout sur les réseaux. Ça, moi, j'en étais arrivé à un moment où j'ai allumé Instagram. Bon, c'est un peu aussi de la faute de mon CEO, parce qu'il lui adore les chats. Il faisait que m'envoyer des mèmes de chats. Et comme moi, je suis pas très Instagram, je suis pas très réseau, et bah du coup, l'algorithme pensait que j'étais fan de chats. Et du coup, sur mon algorithme, sur mon Instagram, j'avais que des chats tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je défile, il y avait des pubs pour les chats, des vidéos de chats, des mecs qui font des trucs avec des chats. Il y a que des conneries avec des chats, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai dit, putain, elle commence à en avoir plein le cul du chat. Et Arthur, quoi, avec qui t'as pu échanger,
Il m'a dit, ouais, c'est vrai, et pourquoi on prendrait pas un autre animal? Du coup, on a regardé, et lui m'a dit, mais les autruches, c'est drôle, en fait. C'est hyper drôle, les autruches. La première question, tu vois, un peu comme toi. J'ai dit, pourquoi une autruche? Bah, pourquoi pas? C'est à peu près tout ce qu'il m'a C'est à peu près tout ce qu'il m'a dit. Donc, nous, pour rigoler, on a rigolé sur ce truc-là, l'autruche, en disant, ouais, t'as raison, on va prendre une autruche, on avance, ouais, on met une autruche. Sauf que lui a vraiment développé tout un truc autour. Il s'est chauffé, là, le lendemain matin, il avait déjà une roadmap avec comment je vais faire en sorte que l'autruche devienne démocratisée, que les gens deviennent ce marqueur-là. Et bah, du coup, c'est comme de la blague, on s'est dit, on va peut-être, au bout d'une semaine ou deux, on va peut-être considérer un peu sa question, à regarder. Et en fait, on s'est dit que bah, d'un côté, c'était assez fort parce que l'autruche, c'est quelque chose qu'on voit peu. C'est un animal qui suscite peu d'émotions chez les gens en général. Les gens ont soit peur, soit royalement des autruches. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, on va le prendre. Puis on va essayer d'en faire une star parce que c'est drôle, en fait. Faut s'intéresser un peu, mais c'est super marrant, les autruches. Et il y a plein de particularités, il y a plein de trucs autour. Donc, on va essayer de développer cet univers-là. Et donc, du coup, bah, on a mis l'autruche au cœur du projet et c'est devenu notre totem. Avec le but, du coup, chez nous, c'est Ostrich is the new cat. Donc, l'autruche et le nouveau chat. On reprend les codes Netflix et puis on essaye de l'appliquer pour faire en sorte que les gens dans 10 ans aient tous une autruche dans leur jardin. Ok, ok. C'est une ambition effectivement peu commune, mais au moins c'est différenciateur. On marque la singularité. Effectivement, totalement, totalement, totalement. Hum, Est-ce qu'on pourrait revenir rapidement, du coup, même sur ton parcours entrepreneurial dans sa globalité, parce qu'effectivement, se concentre sur ce projet, mais est-ce que du coup, il y a eu d'autres moments, enfin, ou un moment qui était vraiment le pire dans l'entrepreneuriat pour toi, et puis à l'inverse, bah, lequel a été le meilleur? Est-ce que c'était pendant ce projet-là, ou est-ce que c'était pendant un autre? Le pire, je pense que le pire, c'est un moment où bah, j'étais dans le drop. Ouais, j'en ai plusieurs parce qu'en fait, ouais, entrepreneuriat, mais à titre perso, il y a aussi en investissement. En investissement aussi, il y a quand même des moments durs, hein. Des moments très très durs. Je pense que non, je vais pas prendre le drop parce qu'on en a bien parlé. Je vais parler un peu de mes débuts en crypto. Et le pire pour moi, ça a été le moment où FTX, je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. En gros, si tu veux, dans les banques crypto, t'avais à l'époque où j'ai commencé, tu avais deux grosses banques. Tu avais un Binance qui existe encore et en deuxième FTX qui était le concurrent très très proche de Binance. On parle un peu un équivalent aujourd'hui, je sais pas, Crédit Mutuel, Crédit Agricole pour la référence en France. Tu vois, c'était vraiment deux grosses banques qui avaient l'image d'être sûres, que tu sais que c'est pas, ils sont pas là pour te voler ton argent, etc. Et bah, un matin, FTX, on se rend compte que le dirigeant Sam Bankman-Fried, ben, en fait, il s'était un peu dupé de tout le monde. Il y avait des squelettes assez incroyables dans ses placards. Et en 2 jours, le projet, la banque, qui paraissait hyper solide, elle se casse la gueule. Sauf que cette banque-là était backée et avait beaucoup d'assets en Solana, qui est une crypto-monnaie sur laquelle j'avais énormément investi. Parce que moi, quand je suis rentré en crypto, c'était pour acheter des NFT. Je suis quelqu'un qui vient du monde de l'art. En fait, ma grand-mère détenait un magasin de cadres, elle faisait souvent des expos, etc. Et donc, du coup, pour moi, le NFT, c'était un peu l'art version 2025, enfin 2022, 23. Et du coup, j'avais beaucoup de Solana, j'avais beaucoup d'argent investi en Solana, j'avais mis beaucoup, beaucoup d'argent dedans. Et je vois bah, la banque qui se casse la gueule, et je me dis, mince. Solana, il prend 30% dans la gueule ce matin, ça fait mal quand même. Tu perds 30%, tu vois, virtuellement, tu as perdu 30% de ta monnaie en 2 heures, quoi. En 2 heures. Et j'avais vécu juste avant la chute d'une crypto-monnaie qui était Terra Luna, qui elle, pareil, était passée de son montant à zéro, mais vraiment à zéro. Elle a coulé, on arrive très très vite, en 24 heures, elle est passée de son top à son plus flop, quoi. Même mort, quoi. Mort cérébrale, encéphalogramme plat, vraiment dead. Et je me suis dit, mince, j'ai l'impression que l'histoire se répète, quoi. Du coup, j'avais appelé mon collègue Taz, qui lui, il est Bitcoin maximaliste. Pour ceux qui sont dans la crypto, ils comprendront très bien. Et pour lui, il y a Bitcoin. La crypto-monnaie, c'est Bitcoin. Tu lui parles pas d'autre chose. Il y a Bitcoin. Il y a Bitcoin. Tu vois, tu lui parles de truc, c'est de la merde, ça va couler, ça marchera pas, achète Bitcoin.
Et du coup, il se foutait de ma gueule. Il m'a dit, mais t'as pas compris là, c'est terminé, c'est comme Terra Luna. Solana, c'est 0. Dans 2 mois, on n'en parle plus. Et là, je me suis dit, mince, parce que bah, mon argent, un peu tard, quoi. Quand ça commençait à se casser la gueule, c'est un peu tard. Et en fait, le meilleur moment, c'est à la fois mon pire et mon meilleur moment, parce que du coup, j'ai eu un ascenseur incroyable. Hein. Je me suis dit, eh ben, écoute, Doran, t'as 2 chances. Est-ce que toi, tu crois au Solana ou pas? Et je me suis dit, bah ouais, je crois au Solana. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'avais pas d'argent chez FTX. Donc, je suis bien content, j'ai pas perdu d'argent. Enfin, je me suis pas fait voler mon argent, du moins. Mais j'étais chez Binance. Et donc, du coup, bah, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, je vais regarder. À l'époque, le Solana devait coûter 30 dollars, comme ça. Et, il se vendait à 30 dollars et il était tombé à 17. Je me dis que, bon, on est qu'au début de la vague et que le truc va se casser encore la gueule, c'est sûr et certain, parce que on va découvrir des squelettes et que bah, chaque squelette aura un impact sur le marché. Et du coup, à ce moment-là, je place mes ordres. Je dis, OK, si le Solana doit se casser la gueule, et ben, je vais l'acheter très bas. Et j'avais placé mes ordres à 8 dollars. 8 ou 9 dollars sur Binance. Et j'avais dit, OK, bah, je remets 1500 euros, mais à 8 dollars. J'achète 1500 euros de Solana à 8 dollars. Et puis, on verra bien. Et coup de bol, le Solana a tapé cette somme-là. Du coup, mon ordre est passé. J'ai acheté beaucoup de Solana. Mm. J'en ai dépensé beaucoup aussi entre-temps, mais j'ai acheté. Et le Solana est remonté très 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 fort jusqu'à atteindre je crois que les 230 dollars. Et ils ont retapé les 230 dollars là, il y a un mois ou deux. Actuellement? Ok. Et du coup, bah, c'est à la fois mon pire parce que j'ai eu la peur de ma vie là. J'ai vraiment vu tout ce que j'avais investi disparaître. Et le meilleur parce que tout ce que j'ai réinvesti du coup en disant OK, je crois, bah, est reparti tout de suite très très haut et très très fort. Ok. Ok, intéressant, intéressant. Et du coup, est-ce que tu auras un conseil si des mêmes personnes se retrouvent un peu dans la situation où c'est que t'étais? Bah déjà, c'est de pas paniquer, prendre du recul, quitte à se déconnecter en se disant OK, il y a une bombe, il y a une vague. C'est un peu comme le même du chien dans la maison en feu là, It's fine. Un peu ce genre de truc là, tu vois, de prendre le temps de reculer, d'évaluer la situation et surtout de voir est-ce que je crois, est-ce que je crois pas. Et c'est une autre leçon que j'ai appris moi, du coup en investissement, en trading et toutes ces bêtises là, qui est tout ce qui fait perdre beaucoup d'argent, c'est que bah, en fait il faut apprendre à être modeste. Il faut apprendre à être modeste et évaluer. Ok, j'ai fait une connerie, je retire. Point barre. On passe, tu vois, je prends vraiment l'exemple, tu passes un ordre en trading, tu t'es fixé un money management plus 10, moins 10%, et bah le truc qui fait moins 15, t'es convaincu qu'il va faire 20% derrière, et bah tu réfléchis. Soit tu es sûr de toi, tu reprends un risque par-dessus ton risque parce que tu as déjà pris une fois ton risque, et tu maintiens ta position, soit tu reconnais ton erreur et tu sors. Et tu dis, ok, bah j'encaisse ma perte. Tant pis. Ouais, tu vois, c'est une question de modèle. Vraiment, le signal, c'est qu'il faut savoir reconnaître son erreur quand on en fait une. Et à l'inverse, il faut savoir tenir tête quand les gens te disent que tu as fait une erreur et que tu es persuadé d'avoir raison. Moi, si j'avais écouté tous les conseils que j'ai pu avoir quand j'ai posé mon ordre sur Binance pour acheter du Solana, eh ben, je l'aurais retiré, en fait. Je l'aurais retiré. J'aurais dit, tant pis, j'abandonne. Alors que non. Et finalement, j'avais raison. Moi, j'étais persuadé dans ma tête, je me suis dit, Solana, c'est pas possible, ça peut pas mourir. Il y a encore trop d'activités, il y a trop de gens qui construisent dessus, il y a trop de trucs qui se font. C'est impossible que le truc tape à zéro. Il aurait très bien pu. Hein. J'aurais très bien pu perdre et aujourd'hui, je serais en train de te dire que c'est juste ma pire erreur. Mais, euh, mais bah, du coup, j'ai tenu tête à ces gens-là. J'ai dit, bah non, moi, j'y crois, je continue. Ça a marché pour moi. Ok. Ouais, je vois. En fait, avec ça, c'est. Enfin, une fois qu'en fait, on est bien renseigné sur un projet, peu importe le projet, et si on croit vraiment à ce projet, et qu'on a conscience aussi que, bah, surtout en investissement, à tout moment, en fait, on peut quand même tout perdre, même si quelque chose est censé être sûr, que si on y croit et qu'on s'est bien renseigné quand même dessus, bah, en fait, on peut être contre l'avis des autres et juste croire au projet et en soi. D'où l'importance de l'éducation. Il faut s'éduquer, que ce soit en économie, là pour ce domaine-là, hein, en économie, mais aussi en singulier sur les projets individuellement. Il faut connaître le but, évaluer est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que tu te reconnais dedans. Et en fait, surtout, il faut pas investir dans quelque chose que tu connais pas, tout simplement. Si on doit parler vraiment pour l'investissement, faut pas investir dans quelque chose que tu connais pas. Faut pas investir parce que tu as vu une pub YouTube où il y a un mec qui te dit c'est le truc du moment, ça va fonctionner. Et si ce mec-là, il paye YouTube pour te le vendre,
c'est que ça fonctionne pas. Généralement, les trucs qui fonctionnent bien, ils ont même pas besoin de pub, ça se vend d'eux-mêmes. Ouais, c'est clair. Bah, d'ailleurs, si je peux partager aussi du coup un peu mon expérience là-dessus. Les cryptos, j'ai investi au pif, j'ai perdu de l'argent. Parce que je m'étais pas intéressé, j'avais vu, ah oui, ça monte, ça monte, j'étais allé vite fait sur 2, 3 articles de blog, j'avais investi, et puis enfin, le vrai problème, c'est que je m'en foutais du projet, et alors que non, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû m'intéresser au projet, et après avoir la réflexion sur lequel, ou pas, et lequel j'y crois le plus. Mais c'est qu'avec du recul que maintenant je l'ai et que, enfin, maintenant je suis plus trop dans l'investissement crypto pour le moment, que effectivement j'avais été appâté aussi par le gain. Ah oui, le Bitcoin est monté à je sais pas combien, du coup j'ai investi en Bitcoin et puis dans plein d'autres projets. Sauf que c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on investit qu'on gagne. Non, exactement. Et puis même au-delà de ça, en fait, il faut connaître, c'est un peu, parce qu'on parle d'investissement, mais en fait, le marché crypto, c'est presque comme, c'est le marché des actions. C'est pareil que le marché des actions. Faut pas acheter une action parce qu'elle est tendance. Faut acheter une action parce que tu crois en l'entreprise qui est derrière. C'est toujours pareil. Parce que, en fait, en achetant l'action, tu détiens une part de l'entreprise. Enfin, la réalité, c'est que tu détiens une part de l'entreprise. Et que, bah, du coup, t'es concerné par ses réussites, mais aussi ses échecs. Donc, il faut que tu aies confiance en la personne qui prend les décisions ou aux personnes qui prennent les décisions, en la vision du projet, aux produits qu'ils vendent, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et à leur capacité à dénaturer dans le temps, quoi. Mm, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens là-dessus qui, ah, malheureusement, c'est ce qu'on appelle, nous, en crypto, on appelle ça des exit liquidity. Des gens qui viennent, en fait, quand ils ont l'impression d'être au bon moment, sauf que la vague est déjà au top et il reste plus qu'à tomber. Et en fait, bah, toi, t'es arrivé en bas de la vague, t'as gagné de l'argent pendant tout le temps où elle montait, et quand elle arrive en haut, bah, c'est le moment où toi tu revends, et la vague, oui, tout le monde fait pareil, et la vague recommence à tomber. Sauf que ceux qui ont acheté là, bah, eux, là, ils voient leur argent tomber dans ce sens-là. Exactement l'erreur que j'avais fait je crois, janvier 2021, où c'est qu'il y avait eu un pic, je crois, de Bitcoin et puis de toutes les autres cryptos. Je me suis dit, ah, trop bien, je vais investir. Et finalement, après, ça a fait que de descendre. Après, je me suis dit, non, Je connais, hein, tu vois. je suis passé sérieux dans ce projet-là. Je connais, hein, moi, des gens qui pleuraient et qui m'ont dit, putain, mais j'ai acheté un Bitcoin à 65 000 euros, à 65 000 dollars. Aujourd'hui, il est à 16 000, mais jamais de la vie, je vais récupérer mon argent. Et le seul truc que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, maintenant, tu as investi cette somme-là. Ok, tu vas pas la sortir maintenant. Garde-la. Attends. Garde-la. Attends. Le Bitcoin à 16 000, il est pas à zéro. Il va remonter. Il va remonter et avec un peu de chance, parce que bah, je lis pas dans l'avenir, avec un peu de chance, tu pourras au moins récupérer ton argent, voire un peu plus. Et il a tapé 100 000. Et voilà, j'ai renvoyé un compte à cette personne-là et je lui ai dit, bah alors, t'as pas revendu, j'espère. Pas revendu. Donc je lui ai dit, bah maintenant tu récupères ta somme et tu gardes le reste. Putain. Pour revenir un peu sur le parcours que tu as eu, est-ce qu'il y a une chose qui te retenait pour devenir entrepreneur? Ouais. Il y a quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal parce que je suis pas quelqu'un très vendeur enfin, qui se vend du moins. J'aime bien, je sais vendre, mais je suis pas quelqu'un qui me vend, qui se met en avant. Et quelque chose qui est compliqué dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ah, par exemple, le drop tout de suite, un truc, mais c'est tout bête, hein. C'était faire les mentions légales, tu vois. Faire les mentions légales, afficher mon nom, mon prénom, mon adresse. Ah, waouh, tu te rends compte que ouais, t'es pas là pour plaisanter, et ça a une façon de te responsabiliser aussi, mais se mettre en avant, tu vois, ou faire des pubs, montrer mon visage dans des pubs, tu vois. Je l'ai pas fait en drop, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose, ça m'effrayait, quoi. Ça m'effrayait. Aujourd'hui, maintenant, c'est bon, il y a pas de problème, tu vois, là, je suis en podcast avec toi, j'en ai fait d'autres avant, j'en ferai d'autres après. Je vais dans les events, je rencontre les gens, bonjour, je suis dans le CEO, je me présente. Mais c'est quelque chose, c'était pas naturel pour moi. Et ouais, ça a été un vrai frein. Ça a été vraiment un vrai frein dans le sens, est-ce que j'aurais les épaules, est-ce que j'aurais le courage, est-ce que je me sentirais, tu vois, de me retrouver face à des gens qui, eux, ont construit, ils sont là depuis longtemps, tu vois, ils représentent quelque chose de fort. Est-ce que moi, avec ma petite dégaine de bonjour, on a un petit projet, on va développer un POC, est-ce que ça t'intéresse de discuter avec moi? Est-ce que j'aurais les épaules pour faire ça? C'était une vraie question. Et bon, en fait, aujourd'hui, j'y suis, donc c'est que j'ai réussi à le surmonter. Mais, mais ouais, ça a été un énorme frein. Un énorme frein. Encore plus que, tu vois, la question de est-ce que je vais perdre de l'argent? Est-ce que c'est du temps vraiment bien investi? Est-ce que je saurais faire? Tout ça, c'est pas vraiment des questions que je me suis posées. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui est assez autodidacte, donc je me suis dit,
Dans le pire des cas, je vais me planter une fois, je vais me planter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je vais faire 5 fois la même quand je vais me planter, c'est pas je vais cracher la boîte. Je vais, faire 5 fois la même erreur. Tu vois? Je vais perdre de l'argent 5 fois, mais je vais y retenir, je vais comprendre et la 6e fois, peut-être que je trouverai le bon filon. Ça me faisait pas peur. Mettre en avant, associer mon image, et puis, sortir de l'ombre, en fait, tu vois? Moi, j'ai toujours été dans l'ombre. Sortir de l'ombre et te retrouver dans la lumière, ça, c'était ouais, ça a été le plus gros point bloquant, enfin, le point le plus bloquant du moment auquel j'ai dû faire. Ok, ouais, donc est-ce que tu penses qu'il y avait une peur d'engagement ou ouais, une peur d'engagement ou une peur du jugement des autres ou de pas être à la hauteur? Je pense. Je pense que c'était plus le regard des autres. Le regard des autres, et puis la pression que ça vient t'ajouter, tu vois? «Alors ton projet, il en est où?» Ou alors: «Bon, tu vas jamais réussir», tu vois? Tous ces trucs-là. Une fois, ça va, 2 fois, ça va, 3 fois, ça commence à peser, tu vois? Surtout si, bah, toi, tu es en bad mood aussi niveau projet, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas et tout. Tu te dis: «Oh, ça va être compliqué d'assumer et tout, ça va me saouler». Et au final, bah, écoute, maintenant je prends les épaules, je réponds sincèrement en plus, hein, je réponds sincèrement aux gens en disant: ça va pas, bah, c'est compliqué, on avance, on fait face à la difficulté». J'essaie d'être honnête, transparent et du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise, tu vois? Que de faker quelque chose. Non, je suis entrepreneur comme tout le monde et des matins ça va, des matins ça va pas. Je reste humain donc c'est pareil. Bon, je reste humain, je vais pas dire aux gens: «Je me suis levé du mauvais pied». Non, non, c'est pas ça. Mais il y a des matins où tu te lèves, dans la boîte, ça va pas parce que tu es face à un problème, tu as reçu un mail qui va pas ou tu te rends compte que tu arrives pas à atteindre l'objectif que tu veux avoir, donc il faut trouver une solution. Il y a plein de trucs, mais je le partage sincèrement avec mes proches, avec les gens avec qui je discute et puis des fois, en fait, des fois, ça aide même parce que du coup, tu échanges, puis la personne te dit: «Ah bah, moi aussi dans mon projet, j'ai eu ça, ah bah, tiens, moi j'ai essayé ça, regarde» et puis bon, souvent, la solution qu'on te donne, elle fonctionne pas, mais elle te mène sur une piste qui t'aide à avancer. C'est clair. Chaque solution est individuelle, hein, à chacun. Je dis pas ça, je dis pas que les gens qui m'entourent sont de mauvais conseils, mais juste que chaque solution est personnalisée en quelque part, donc bah, ce qui marche pour l'un marche pas forcément pour l'autre et du coup, bah, rien que le fait de te pousser à la réflexion, ça te mène sur une piste qui t'aide à résoudre pas mal de problèmes. Ouais, je comprends tout à fait. Et justement, sur le fait d'avancer, bah, malgré que bah, des fois, on peut être même de meilleure humeur certains jours ou pas, ou qu'il y ait plus de problématiques à résoudre ou pas. euh, Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné, justement, pour continuer à avancer dans ton projet, le meilleur conseil sur toute ton aventure entrepreneuriale qui t'a le plus aidé? Oui, et puis peut-être même qui te drive encore au quotidien, peut-être. Ouais, ce conseil-là, c'est même pas, sur mon business, c'est un truc que j'ai entendu tout petit, en fait. C'est un conseil que m'avait donné ma mère, mais vraiment tout jeune, hein, et elle me l'a dit et répété et je pense que c'est ça qui a fait naître cette envie d'entreprendre chez moi, de créer quelque chose. C'est que ma mère m'a toujours dit: «Tu sais Dorian, il suffit, d'une idée pour changer ta vie». Elle m'a pas dit: «Il suffit d'une idée pour devenir millionnaire ou pour être successful. Il suffit d'une idée pour changer ta vie». Et moi, je me suis toujours dit que ce truc-là en me disant: «Bah, ouais, en fait, il suffirait que je trouve le truc qui me plaît et qui plaît aux gens et en fait, je pourrais créer quelque chose de fou avec ça». Et j'ai toujours grandi avec cette idée-là, donc j'ai toujours eu plein d'idées. Ça m'a toujours, fait itérer, réfléchir, tu vois? Quand j'avais un problème, j'ai dit: «Comment on pourrait le solutionner?» Des fois, je testais des trucs, du bricolage maison pour faire des trucs tout bêtes, tu vois? Genre, j'avais fait des trucs pour pas qu'on se cogne le doigt de pied dans la porte parce que j'avais un gros coffre à jouer et j'avais ma porte et j'avais testé un truc en tissu, là, pour essayer d'amortir, parce que je me cognais souvent le doigt de pied dedans. Ça m'énervait et du coup, j'avais mis un truc, tu vois? Et c'est des trucs tout bêtes et je m'étais dit: «Oh là là», comme moi, avec mon Dorian de 10 ans, il dit: «Oh là là, j'ai créé un truc génial, mais ça, si je le vends aux gens, ils vont adorer parce qu'ils pourront plus, qu'ils auront plus mal aux doigts de pied». Je venais toujours cette idée-là d'aider les autres, tu vois? D'accompagner les autres. Maintenant, je le fais autrement, je le fais par mon jeu, par l'expérience que je peux partager, par les conseils que je peux donner aux gens et puis voilà. C'est génial, c'est génial. Moi, j'aimerais bien ce produit, hein. Non, tu l'as pas en vente encore sur Amazon ou sur une Tu dois boutique? pouvoir le retrouver dans les cartons, mais aujourd'hui, je suis sûr on a des ingénieurs qui ont réfléchi à des trucs bien mieux que ça pour solutionner ce problème. À mon avis, je suis pas le seul à m'être posé la question, de me dire pourquoi ces cons, ils font tous des meubles à angle droit et pourquoi il y en a pas un qui s'est dit: «Tiens, et si on arrondissait un peu les bords pour pas qu'ils se fassent mal?» C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Trop drôle et puis intéressant en même temps. Toujours un peu dans la thématique, un peu du conseil. Est-ce que t'as une citation préférée?
Ou est-ce que t'es pas du tout citation? Je suis pas énormément citation, mais j'en ai quelques-unes quand même. Une que j'aime bien parce que elle correspond bien à l'esprit un peu des gènes que j'ai, on leur a dit que c'était impossible, mais ils l'ont fait. Alors ils l'ont fait. Et on leur dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et je trouve que c'est exactement l'esprit que j'ai sur plein de choses en fait. Il y a plein de trucs où les gens me disent mais non, tu n'y arriveras pas. Parce qu'en fait malheureusement c'est souvent des gens qui disent ça, souvent des gens qui veulent pas prendre les risques. Et moi, bah, je réfléchis et si j'ai pas lu, on me dit c'est impossible, tu pourras pas le faire. Et ben en fait ça me challenge encore plus. On peut pas le faire. Ah bon? Pourquoi on peut pas le faire? Et du coup tu te demandes pourquoi on peut pas le faire. Tu réfléchis. Comment on peut le faire alors? Et du coup j'y avance. Souvent tu y arrives. Il y a plein de trucs. Des fois on m'a dit ouais telle personne on n'arrivera jamais à échanger avec elle. Elle est pas joignable. Elle aura jamais le temps pour nous. Ah bon? Et du coup tu te dis ah bon? Pareil. Et puis tu te retrouves à discuter avec cette personne-là autour d'un café. En fait la personne est hyper accessible. C'est juste que bah, les gens s'y prennent pas ou n'ont pas le cran d'aller entamer un parcours pour atteindre cette personne-là. Ouais, c'est vrai que le fait qu'une personne nous dise non, c'est pas possible, c'est vrai que ça nous pousse à nous dire bah, pourquoi ce n'est pas possible. Et ça, même, je donne le conseil pour faire du brainstorming, même pour les personnes là qui nous écoutent. Quelque chose qui fonctionne bien, c'est que si on n'arrive pas à avoir des idées pour pouvoir faire quelque chose, par exemple, je sais pas, comment faire la création de contenu, ça peut être intéressant de se dire ok, bah, comment je ne peux pas faire la création de contenu, ou alors comment je ne peux pas atteindre cet objectif et du coup, ça Exactement. inverse un petit peu notre cerveau. Et je pense que cette citation, enfin, et puis cette habitude-là aussi que les gens qui me disent, ah bah non, tu peux pas le faire. Je pense que c'est un petit peu aussi ce qui se passe. C'est qu'on se dit, oh, comment ça, je peux pas le faire? Et du coup, après, on le transpose en solution. Ouais, c'est exactement la réflexion qu'il faut avoir, c'est de se poser la question, pourquoi c'est impossible? Est-ce qu'il y a une raison rationnelle au fait que ce soit impossible? Et souvent, on n'en trouve pas. Donc pourquoi ça serait rationnel que ce soit impossible? Si, à l'inverse, on n'arrive pas à trouver un sens, pourquoi nous, on devrait en trouver un? Go, on avance et puis on teste. Et souvent, on y arrive, hein. Très souvent, on y arrive. Trop bien, trop bien. Ah, ok, pour continuer un petit peu sur cet axe-là, peut-être quelque chose qui peut être éventuellement un peu plus personnel. Est-ce que tu pourrais nous partager une de tes habitudes qui contribue le plus à ton succès? Une des habitudes qui contribue le plus à mon succès, ouais, je sais pas, je suis quelqu'un de très simple. Moi, je me lève le matin, je bois un jus d'orange, un café. J'ai pas d'habitude dénotée en tout cas. Un Ok. truc, par contre, que je fais beaucoup, c'est d'appeler mes équipes et de discuter avec eux, mais de tout et de rien. Ouais, souvent, j'appelle mes équipes parce que j'ai une question, on discute 2 minutes du truc. Je leur dis, j'ai besoin de vous pendant 5 minutes, je te prends 5 minutes, on discute pendant 2 minutes de ce que j'ai besoin, puis après, on retrouve un quart d'heure, 20 minutes à échanger de tout et de rien. On peut parler du dernier film au ciné, de la série à la mode sur Netflix, d'un truc qu'on a vu sur les réseaux. Et en fait, et ben, on crée du lien et on perd pas le lien, tu vois. Et souvent, du coup, on se retrouve, attends, on invite un tel, on rajoute quelqu'un, puis on se retrouve avec quelqu'un de l'équipe en plus, on discute, et on passe beaucoup de temps, en fait, à juste discuter entre nous. Et ça aide sur plein de trucs. Autour d'une discussion, on avance sur le projet indirectement parce que on développe une idée sans même s'en rendre compte. Et je pense que ouais, c'est peut-être le conseil, l'habitude du moins que je peux encourager les gens d'avoir, c'est de jamais perdre ce lien avec ses équipes et de continuer à les appeler. Alors après, je dis ça, on n'est pas 500. Je comprends bien que si demain on est 500, malheureusement, j'aurais pas le temps, malheureusement. Ou alors, je mettrais une IA de moi pour que les gens puissent discuter avec moi et une IA qui me centralise toutes les discussions pour que je puisse voir tout ce que j'ai dit comme conneries à tous les gens pendant la journée. Mais non, pour l'instant, à ce stade-là, je pourrais pas. Mais ouais, tant que c'est possible, en tout cas humainement possible, il faut garder le lien avec ses équipes, c'est hyper important. Ok, très bien. Là, bah, ça, c'est vraiment encore une entreprise à taille humaine. Vous êtes 6, donc effectivement, c'est possible de faire ça. Après, avec 500, non. Là, vous aussi, c'est vraiment le socle de la boîte. Et si effectivement, c'est voué à s'expanser, enfin, à avoir après plus de 500 collaborateurs, c'est sûr que ce sera pas pareil. Mais avec le lien que là, tu tisses avec les équipes actuellement, peut-être que certains deviendront responsables de pôle ou C'est ça. autres. Et Et moi, c'est eux qui arriveront encore à tisser un autre lien avec les personnes. Et c'est ça exactement. qui est hyper intéressant. C'est quelque chose que j'encouragerais, tu vois. Je suis pas quelqu'un, en fait, moi, je vais pas fonctionner à calculer la productivité de mes salariés, etc. Je vais faire comme je t'ai dit, je vais encourager bah, le chef d'équipe à discuter avec son équipe et inversement,
le salarié qui deviendra chef d'équipe, bah, il fera pareil et ainsi de suite. Et j'espère que ça restera dans cette culture d'entreprise-là où c'est pas grave si on perd une heure à discuter en fait. Parce que cette heure à discuter, bah, c'est une heure qu'on gagnera à ne pas s'embrouiller ou à être conscient de la vision, tu vois, à ne pas se poser des questions face à un problème parce qu'on sait pas clairement c'est quoi la vision, c'est quoi le but, qu'est-ce qu'on veut. À discuter avec les gens, on sait du coup ce que le chef d'équipe attend, tac, on a une réponse. Et des fois, bah, les gens aussi se sentent plus autonomes du fait d'être dans un climat de confiance. C'est pareil, bah, c'est quelque chose de très important, la discussion, mais il faut aussi avoir confiance en son équipe. Moi, je laisse mes gars, ils sont maîtres dans leur domaine. Tu vois. Je leur casse même pas les pieds. Le seul truc que je peux dire, c'est non, ça colle pas à la vision. Mais sinon, ils ont totalement le champ libre tant qu'on reste dans la vision qu'on s'est fixée, dans les objectifs qu'on s'est fixés. Ils ont le champ libre, ils font exactement ce qu'ils veulent et je leur fais confiance. Et s'ils font une erreur, pas grave, je vais pas aller leur dire putain, t'as fait une erreur, on a perdu de l'argent. Non, je dirige pas une centrale nucléaire. Demain, on va pas s'arrêter de tourner si moi je fais une erreur. J'en commets aussi des erreurs, hein. Et je leur cache pas, tu vois, je leur dis, bah là j'ai fait une erreur, je me suis planté. Voilà, j'ai fait cette erreur-là. Maintenant, est-ce qu'on peut la corriger? Oui, non. Si on peut la corriger, comment? Et puis on note pour les fois suivantes. Ça fait partie aussi du chemin d'expérimentation. Tomber, se relever, mettre un genou à terre. Et ça fait partie du chemin. Et sinon, ça serait trop simple. On serait tous millionnaires. Ouais, effectivement. Ok, intéressant par rapport à tout ce chemin à parcourir et que là tu fais chaque jour. Lié un petit peu à une habitude, mais pas une habitude. Est-ce qu'il y aurait un outil ou une ressource que tu utilises tous les jours et que tu recommanderais? Oh bah l'IA. L'IA, incroyable. Moi, depuis l'arrivée de ChatGPT, moi, j'utilise pas que ChatGPT, j'en utilise plein. Hein. DeepSeek, j'utilise Llama, le Mistral, j'en utilise plein. Mais l'IA en général, incroyable. C'est incroyable. Un game changer. J'ai gagné un temps de malade. Alors après, utiliser l'IA, mais bien l'utiliser. Parce que taper un prompt, te fais moi ci, ça marche pas. Et très souvent, Hmm. on n'a rien. Mais s'informer, comprendre comment marche une IA, comprendre ses limites, c'est très important de comprendre ses limites. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh, bah, l'IA va m'aider, elle va prédire, je vais donner tous les trucs, elle va me prédire les chiffres du loto. Non, l'IA prédit pas le hasard. Donc tu peux oublier. Elle te donnera pas les chiffres du loto, elle t'aidera pas à trouver le ticket gagnant. Elle peut t'aider sur plein de choses. Elle peut te faciliter les tâches sur plein de choses. Tu vois, moi, là, j'ai mis avec ChatGPT, j'ai mis des veilles. Tous mes veilles sont sur ChatGPT. Mais j'ai pas fait une IA où je lui dis, tu me fais une veille sur la finance, la tokenomie, nanani, nanana. Non, j'ai une conversation où elle me fait juste mes actus finance, mes actus gaming, mes actus ci, et elle a une tâche, tu vois. L'IA n'a qu'une seule tâche très simple que je lui demande, très très simple. Elle me donne l'info et moi je juge si c'est pertinent ou pas. Et du coup, par itération, à la fin, elle sait ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Au début, tu vois, c'est un peu en entonnoir, quoi. Vraiment, au début, on a une grosse base où il y a 90% qui est nul, puis 85, puis 80, et on avance comme ça. Hmm. Ok, bah je te rejoins tout à fait là-dessus et je pense que maintenant chaque entrepreneur à notre époque là, doit absolument s'intéresser à l'IA parce que même une personne qui utilise un tout petit peu l'IA, même je pense même si elle utilise mal, par exemple, à juste donner un prompt, fais ci ou donne-moi 5 idées de telle chose, et que ça donne pas des résultats terribles si on dit juste, enfin si on fait juste un prompt comme ça, je pense que même une personne qui fait que ça et qui l'utilise entre guillemets pas de la façon la plus optimisée, ira quand même plus vite qu'une personne qui l'utilise pas du tout. Donc effectivement, d'utiliser l'IA et puis de se former sur l'IA, de comment bien l'utiliser. Je te rejoins aussi que c'est vraiment un game changer pour son business. Non, ouais, carrément, et pour les entrepreneurs, c'est un gain de temps énorme, énorme. Il faut se rendre compte, moi j'ai connu des entrepreneurs qui passaient des nuits et des nuits et des nuits à faire ce que tu fais en 10 minutes avec une IA bien programmée, quoi. Yes. Vraiment, j'encourage tout le monde. Même au-delà de ça, hein, il n'y a pas que les entrepreneurs, même les salariés, hein, dans leur travail, il y a plein de trucs, hein. Ceux qui passent leur temps à rédiger des courriers, bah, vous embêtez plus à écrire vos courriers sur Word, hein, demande à l'IA, fais un copier-coller et puis on n'en parle plus, hein. Tu lui donnes une base, elle fait tout le temps ton courrier, très bien, elle le fait très bien, elle écrit même mieux que toi. Il n'y a pas de faute d'orthographe, tu lui donnes juste les infos. Si tu promptes bien, tu as juste à lui donner les infos clés et puis elle fait ça toute seule. Pour ceux qui font beaucoup de courriers, ça remplace pas un public postage. Mais ça aide déjà. Ouais, et en plus de ça, sans faute. Et c'est vrai que Ouais. ça peut Pote, bien, tu bien fais aider. là, elle écrit même très bien, elle a une très belle plume. Mm. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. En parlant de plumes, justement, je trouve que j'arrive plutôt bien à faire quelques transitions durant ce podcast. Y a-t-il des livres que tu nous recommanderais de lire?
Ou est-ce que tu le lis pas? Bah Ou alors si, une autre ressource? ici, lisez les livres dont vous êtes le héros. Lisez les livres dont vous êtes le héros. Après, je vais pas faire des livres dev perso parce que j'en lis pas beaucoup déjà. C'est pas ma philosophie. J'ai lu un peu des livres d'éco quand j'étais plus jeune, hein, parce que j'ai fait un parcours commerce. J'ai lu des livres d'éco, de droit, de mana. À ce droit, je les ai vite fermés. Euh, mais j'ai lu un peu. Mais c'est pas ma lecture, tu vois, au quotidien. Moi, si je lis, ça va être des livres historiques. J'adore la Seconde Guerre mondiale, donc je vais lire beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale. Je vais lire un peu de sci-fi. Je vais lire des trucs sur le foot parce que j'aime beaucoup jouer. Je suis très foot, donc je lis beaucoup tout ce qui concerne la culture ultra, etc. Je m'intéresse beaucoup à ce mouvement-là. Je vais lire des trucs, je sais pas moi, des autobiographies, tu vois, de gens qui m'inspirent. Par contre, ça, oui. Ça, oui, des gens qui m'inspirent. Je vais lire un peu ce qui est écrit, leur vie, la vie de Mohamed Ali, la vie de Mike Tyson, la vie d'entrepreneurs, certains entrepreneurs. Je vais lire tout et rien, mais je vais lire. Alors, important, si j'ai un livre à recommander, c'est d'en avoir un et surtout de lire les livres dont vous êtes le héros. Parfaitement aligné avec tout ce que tu nous as raconté durant ce podcast. Euh, Justement, j'ai une avant-dernière petite question, enfin petite, je sais pas si elle est petite, avant qu'on termine ce podcast. Imagine, demain matin, tu te réveilles, tu connais plus personne, t'as tout perdu, ton business, tes collègues, tes clients, ton argent, il te reste seulement tes connaissances, ton expérience, un ordinateur portable et 500 euros. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour te refaire demain matin? En vrai, je pense que je mets 25 euros, je fais un abonnement de ChatGPT et je recommence à zéro. J'étais avec l'IA, je retrouve, je réfléchis parce que du coup, là, le truc que tu me dis, c'est que je recommence, mais du coup, je sais pas, plus de business, je connais plus personne. Je pense que d'abord, j'itère avec l'IA pour essayer de comprendre ce qui m'arrive, avoir des pistes pour solutionner ça. Et après, je commence à réfléchir à l'idée. J'essaye de trouver une idée avec l'IA. Je me focalise parce que du coup, je suppose que je connais plus les aspects aussi, les marchés, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, je pense que je vais commencer à développer avec l'IA. Tiens, c'est quoi la trend? C'est quoi la mode en ce moment? C'est quoi les actualités chaudes? Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Qu'est-ce qu'il faut que j'évite? Et puis, tac, tac. Et puis, de cette manière-là, je réitère. Et je pense que je lance mon idée avec l'IA. Je lance pas le business avec l'IA, mais je lance mon idée. Et du coup, le reste des 400 euros, je l'investis dans mon projet. Ok, ok. Sympa, sympa. Bon, normalement, ça va. J'étais normalement plus gentil que ça parce que normalement, je te laissais tes connaissances. Tu Du laisses les coup, même. connaissances. Ouais. Ah ouais, ok, moi j'avais vraiment compris vraiment la notion amnésique, quoi. Tu débarques, il n'y a plus rien. Tu vois, vraiment, tu te réveilles, presque tu sais plus qui tu es, quoi. Ah, ok, donc ouais, il y a les connaissances. Bon, bah, ça simplifie le truc. Ça simplifiera la chose. Mais en Ok, effet, ouais, ok. ça reste toujours pareil, hein, 25 euros, ChatGPT, JTR. Et je mets tout le reste du projet et je garde 10 euros pour m'acheter une corde, un tabouret si jamais ça marche pas. Et puis voilà. Ah oui, c'est vraiment. On brûle les navires. Soit ça fonctionne, sinon, soit c'est. Je pense que là, tu te réveilles, t'as plus de social. Ah, déjà, on est des êtres sociaux, donc ça va être compliqué. Si tu te builds à fond dans le projet, si tu as 500 euros, tu vas pas avoir le temps de discuter avec grand monde. À part ton IA, tu vas pas discuter avec grand monde. Donc, soit tu te fais un grand pote avec l'IA, soit tu fais all-in. Là, c'est all-in. Ok, ok. Intéressant, intéressant. Ok, ok. Bah donc, on a parlé pas mal de choses aujourd'hui, mais s'il y avait une seule chose que les auditeurs devraient retenir, selon toi, ça serait quoi? C'est que l'autre jeu va prochainement remplacer le chat. J'adore cette phrase. Moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Oh, merci, ça va très bien. Ok, ok. Eh bien, du coup, quel est peut-être le moyen de suivre le projet, ou toi, ou de rentrer en contact avec toi? Alors, rentrer en contact avec moi, c'est très simple. Je mets mon nom, mon prénom partout. Je m'appelle Dorian Appéré. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, si vous voulez. Le réseau qui vous plaira. Je cache pas que certains réseaux, je répondrai peut-être un peu plus lentement parce que je suis pas toujours dessus. Mais sinon, si vous voulez suivre le projet, bah, on a un site, nightonbase.xyz. On a tous les réseaux, pareil, Night on Base. Je pense que le lien se retrouvera proche du podcast. Et puis après, si vous voulez échanger, on reste tous très très accessibles. On est comme tu l'as dit, on est une équipe à taille humaine.
si vous nous envoyez un message, vous pouvez même personnaliser le message, si vous voulez discuter avec tel ou tel service. Pas besoin de nous vous voyez parce que c'est chiant et que on perd du temps. Tutoyez-nous, c'est plus simple, ça se passe très bien. Et puis, si vous êtes dans le coin, faites-moi signe et puis on ira boire un café. Trop bien, trop bien. Effectivement, de toute façon, tous les liens là seront en description, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube ou autre. Ben, je te remercie du coup beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. Moi, Ah, j'étais merci ravi de beaucoup alors. pouvoir échanger avec toi. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés. Et si vous voulez aider le podcast, vous pouvez noter 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast, ou soit sur Spotify, ou bien même le partager à un ami. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés.